La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 15. Sommaire. De l'éducation de la première enfance. Soins hygiéniques, exercices corporels. La société des esclaves est à éviter. Il faut proscrire toute parole et toute action déshonnête devant les enfants. Importance des premières impressions. De 5 à 7 ans, les enfants doivent assister aux leçons sans y prendre part. Il y a 2 époques dans l'éducation, de 7 ans à la puberté et de la puberté à 21 ans. Les enfants, une fois nés, il faut se bien persuader que la nature de l'alimentation qui leur est donnée a la plus grande influence sur leur force corporelle. L'exemple même des animaux ainsi que l'exemple de toutes les nations qui font un cas particulier des tempéraments propres à la guerre nous prouvent que la nourriture la plus substantielle et qui convient le mieux au corps est le lait et qu'il faut s'abstenir de donner du vin aux enfants à cause des maladies qu'il engendre. Il importe aussi de savoir jusqu'à quel point il convient de leur laisser la liberté de leurs mouvements. Pour éviter que leurs membres si délicats ne se déforment, quelques nations se servent encore de nos jours de diverses machines qui assurent à ces petits corps un développement régulier. Il est utile encore dès la plus tendre enfance de les habituer à l'impression du froid, et cet usage n'est pas moins utile pour la santé que pour les travaux de la guerre. Aussi bien des peuples barbares ont-ils la coutume tantôt de plonger leurs enfants dans l'eau froide, tantôt de ne leur donner qu'un vêtement fort léger, et c'est ce que font les Celtes. Pour toutes les habitudes qu'on peut contracter, il vaut mieux s'y prendre dès l'âge le plus tendre, en ayant soin de procéder par degrés, et la chaleur naturelle des enfants leur fait très aisément affronter le froid. Tels sont à peu près les soins qu'il importe le plus d'avoir pour le premier âge. Quant à l'âge qui suit celui-là et qui s'étend jusqu'à 5 ans, on ne peut encore en exiger ni une application intellectuelle, ni des fatigues violentes qui arrêteraient la croissance. Mais on peut lui demander l'activité nécessaire pour éviter une paresse entière du corps. On peut alors provoquer les enfants à l'action par divers moyens, mais surtout par le jeu, et les jeux qu'on leur donne ne doivent être ni indignes d'hommes libres, ni trop pénibles, ni trop faciles. Surtout que les magistrats chargés de l'éducation et qu'on appelle pédonomes veillent avec le plus grand soin aux paroles, aux contes qui viendront frapper ces jeunes oreilles. Tout ici doit être fait pour les préparer aux travaux qui plus tard les attendent. Que leur jeu soit donc en général les ébauches des exercices auxquels ils se livreront dans un âge plus avancé. On a grand tort d'ordonner par des lois de comprimer les cris et les pleurs des enfants. C'est au contraire un moyen de développement et une sorte d'exercice pour le corps. On se donne une force nouvelle dans un rude effort en retenant son haleine, et les enfants profitent également de leur contention à crier. Parmi tant d'autres soins, les pédonomes veilleront aussi à ce qu'ils fréquentent le moins possible la société des esclaves, car jusqu'à 7 ans, les enfants resteront nécessairement dans la maison paternelle. Mais malgré cette circonstance, il convient d'épargner à leurs regards et à leurs oreilles tout spectacle, toute parole indigne d'un homme libre. Le législateur devra sévèrement bannir de sa cité l'indécence des propos, comme il en bannit tout autre vice. Quand on se permet de dire des choses déshonnêtes, on est bien près de se permettre d'en faire, et l'on doit proscrire dès l'enfance toute parole et toute action de ce genre. Si quelque homme de naissance libre mais trop jeune pour être admis à l'honneur des repas communs se permet une parole, une action défendue, qu'on le châtie honteusement, qu'on le frappe. Et s'il est d'un âge déjà mûr, qu'on le punisse comme un vil esclave, par des châtiments convenables à son âge, car sa faute est celle d'un esclave. Puisque nous proscrivons les paroles indécentes, nous proscrirons également et les peintures et les représentations obscènes. Que le magistrat veille donc à ce qu'aucune statue, aucun dessin ne rappelle des idées de ce genre.
si ce n'est dans les temples de ces dieux à qui la loi elle-même permet l'obscénité. Mais la loi prescrit dans un âge plus avancé de ne pas prier ces dieux-là, ni pour soi, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. La loi doit défendre aux jeunes gens d'assister aux farces satiriques et aux comédies, jusqu'à l'âge où ils pourront prendre place au repas commun et boire le vin pur. Alors l'éducation les aura tous prémunis contre les dangers de ces réunions. Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet, mais nous verrons plus tard en y insistant davantage s'il ne faut pas pour la jeunesse bannir absolument tout spectacle, ou bien en admettant ce principe, comment il faut le modifier. Pour le moment, nous nous sommes bornés aux généralités indispensables. Théodore, l'acteur tragique, n'avait peut-être pas tort de dire qu'il ne souffrait jamais qu'un comédien, même fort médiocre, parût en scène avant lui, parce que les spectateurs se faisaient aisément à la voix qu'ils entendaient la première. Ceci est également vrai dans nos rapports et avec nos semblables et avec les choses qui nous entourent. La nouveauté est toujours ce qui nous charme le plus. Ainsi, qu'on rende étranger à l'enfance tout ce qui porte une mauvaise empreinte, et surtout qu'on en écarte tout ce qui sent le vice ou la malveillance. De 5 à 7 ans, il faut que les enfants assistent pendant 2 années aux leçons qui plus tard seront faites pour eux. D'ailleurs, l'éducation comprendra nécessairement 2 époques distinctes, depuis 7 ans jusqu'à la puberté et depuis la puberté jusqu'à 21 ans. On se trompe souvent quand on ne veut compter la vie que par période septénaire. Il faut bien plutôt suivre pour cette division la marche même de la nature, car les arts et l'éducation ont uniquement pour but d'en combler les lacunes. Voyons donc en premier lieu s'il convient que le législateur impose une règle à l'enfance. Nous verrons ensuite s'il vaut mieux que l'éducation soit faite en commun par l'État ou laissée aux familles, comme dans la plupart des gouvernements actuels, et nous dirons enfin sur quels objets elle doit porter. Fin du livre 4e.